Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Ah, le ciel est assez noir, il est assez inquiétant au-dessus de Calais et on le scrute avec inquiétude en ce 20 mai 1216, je dis bien 1216, vous voyez qu'on fait un grand saut de 8 siècles en arrière ce matin. Le temps a été capricieux dans les jours qui ont précédé, une flotte importante attend pour un immense défi, se lancer à l'assaut de la côte anglaise. Elle n'est pas loin la côte anglaise, mais son accès peut être vraiment très périlleux. Sur tous les bateaux qui sont là, des chevaliers français, des chevaliers qui sont impatients d'en découdre, ils sont là derrière leur chef, le prince Louis qui n'a que 28 ans, c'est le fils du roi Philippe Auguste. On peut imaginer que dans l'esprit de tous ces combattants, il y a pas mal d'enthousiasme, il y a l'envie de débarquer et d'aller conquérir l'Angleterre, et puis il y a un peu de peur, même probablement pas mal d'appréhension. Au-delà des eaux du détroit de Calais, déjà sombres à cette heure, il y a les ennemis redoutables qu'il va falloir combattre, mais aussi des domaines gigantesques à conquérir. Et puis, ce sont de bonnes terres grasses et riches, celles d'Angleterre. Peut-être surtout, y a-t-il une couronne à aller chercher, parce que c'est bien ça l'enjeu. C'est forcer le roi d'Angleterre, le roi Plantagenet, Jean sans terre, un roi détesté, à céder son trône à l'héritier de la couronne de France. Ça y est, le bruit des trompes résonne dans le port, c'est le signal. Les bateaux lâchent les amarres, larguent les amarres, devrais-je dire. Les voilà prêts à s'enfoncer dans l'obscurité. C'est le début de cette incroyable expédition. Alors, il y a des vents qui vont bientôt se déchaîner dans le détroit. Il y a pas mal de naufrages et d'accidents. Une partie de la flotte va préférer repartir en arrière pour aller se mettre à l'abri. Mais pas Louis, pas le frêle prince de France. Sur sa nef qui affronte les éléments, le prince au teint pâle, le prince à la mine qu'il faut sans doute imaginer bien résolue, n'a pas l'intention de faire demi-tour. Le royaume d'Angleterre, son royaume, parce que c'est bien ainsi qu'il considère les choses, l'Angleterre est beaucoup trop proche. Je cite Charles Petit du Tailly. Il nous raconte qu'il n'y avait que 7 nefs avec le prince lorsqu'il arriva le 21 mai en vue du cap Northumberland. Vous imaginez 7 nefs seulement. Averti sans doute que le port de Sandwich était gardé, Louis cingla vers Stonor. Il tint à débarquer le premier. De la foule qui l'attendait sur le rivage, un prêtre se détacha portant un crucifix. Louis voulut sauter à terre, mais il tomba dans l'eau. Il baisa le crucifix et planta enfin sa lance sur le sol anglais. Ça y est, le duel entre ce prince capétien et ce roi Plantagenet va pouvoir commencer. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors il aurait peut-être fallu que je commence par vous dire ce que fait cet héritier de France en Angleterre. Pourquoi est-ce qu'il pense avoir des droits sur le trône d'Angleterre ? Eh bien, d'abord, il faut vous dire que Jean sans terre, c'est le petit frère de Richard Cœur de Lion, le fils d'Aliénor d'Aquitaine. Jean sans terre s'est attiré les foudres de sa propre noblesse. Il est devenu roi en 1199 et vous avez tous forcément suivi enfant les aventures de Robin des Bois. Les agissements de Jean sans terre sont douteux. Le prince Jean, avec son espèce d'autoritarisme déchaîné, avec sa malchance au combat, il faut bien le dire, parce qu'il a eu pas mal de défaites sur le continent. Bref, sa réputation est épouvantable. Et notamment, il a perdu la Normandie. Et quand il a tenté de prendre en étau Philippe Auguste avec l'empereur germanique, c'était donc 2 ans plus tôt, en 1214, il a été repoussé à la Roche-aux-Moines par notre fameux prince Louis déjà. Ce revers cinglant a favorisé une nouvelle révolte des barons d'Angleterre et très vite Jean a été dépassé. Il a dû consentir la fameuse grande charte, vous savez, ce texte qui rogne les prérogatives royales. Première avancée vers un État moderne, entre parenthèses. En fait, il ne s'y est pas résigné à cette charte et le pape Innocent III a défendu le roi d'Angleterre en annulant la charte. Cette fois, les barons d'Angleterre ont jugé que c'était trop. Leur opposition est devenue franche jusqu'à les pousser à en appeler à la France et au prince héritier de France en lui disant « Si vous nous débarrassez de ce personnage, eh bien la couronne est à vous ». Alors pourquoi au prince de France ? Pourquoi au prince Louis ?
Eh bien, sur un plan pragmatique, la puissance des Capétiens est un recours évident, si vous voulez. En plus, c'est pas très loin de l'Angleterre. Les Français sont les seuls à pouvoir prétendre vaincre rapidement Jean et ses fidèles. Et puis, il y a un point de vue plus juridique. Le prince Louis estime que Jean, du fait de ses crimes passés, est indigne de son trône. Par ailleurs, il prétend que sa femme, Blanche de Castille, a des droits sur la couronne d'Angleterre. Et c'est vrai, puisqu'elle a du sang plantagenet, elle est une petite fille cadette d'Aliénor d'Aquitaine. De là à faire d'elle l'héritière légitime du royaume, c'est quand même autre chose. Peu importe, ça a suffi au prince Louis pour s'arroger le droit d'intervenir dans le conflit anglais. Alors, avant quand même de traverser la Manche, il lui a fallu affronter quelques difficultés. Philippe Auguste n'a pas pu officiellement épauler son fils. Il était soumis à une trêve signée avec l'Angleterre. Et puis Jean Santerre avait eu, à la fin de 1214, la bonne idée de se croiser, ce qui accentuait bien sûr le soutien du pape au roi d'Angleterre présent. Et Philippe Auguste s'était suffisamment brouillé avec le pape pour ne pas avoir envie d'une nouvelle brouille. Bref, Louis a dû faire avec les moyens réduits, qui ne sont pas pour autant des moyens nuls. Il a réuni de l'argent, il a armé des chevaliers, il les a tous réunis pour l'accompagner. Autre souci pour lui quand même, il n'a pas pu partir aussi tôt dans la saison qu'il l'aurait voulu. Il a dû laisser certains de ses hommes partir avant lui pour préparer le terrain, pour rassurer les rebelles anglais. Les rebelles anglais qui ont du mal, il faut bien le dire, face aux troupes du roi Jean. Enfin, donc, en ce mois de mai 1216, notre prince Louis de France pose le pied sur la côte anglaise. Les navires ont tenu la mer, ils ne sont pas nombreux avec lui, mais il est là. Il est à pied d'œuvre, il peut croire en ses chances, puisque Londres, après tout, n'est pas si loin. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je ne vous ai pas dit encore que le roi d'Angleterre, ce roi Jean qu'on appelait autrefois Jean Santerre, qui a si mauvaise réputation, a quasiment la cinquantaine, il a 49 ans. Il est complètement ébranlé par le débarquement de ce prince de France. C'est vrai que Louis n'a pas très très fière allure, faut bien le dire, il est un petit peu menu, mais il est brave. Et avec beaucoup de courage, il va prendre le contrôle du port de Sandwich et de tous les bateaux qui se trouvent là. Sa flotte s'était éparpillée, je vous l'ai dit, au moment de la traversée, mais ça y est, tout le monde s'est regroupé, il a pu retrouver son armée. Donc, beaucoup de chevaliers aux armures rutilantes aux côtés de notre petit prince Louis. Et dès lors, il y a devant lui un choix très important. Est-ce qu'il doit prendre le temps de faire tomber la puissante place de Douvres ou est-ce qu'il lui faut tout de suite pénétrer plus avant en Angleterre? Il y a eu avant lui l'exemple de Guillaume le Conquérant, rappelez-vous. Il va choisir la deuxième solution, avancer en Angleterre. Les insurgés l'ont appelé depuis longtemps maintenant. Il faut qu'il prouve à tous ceux qui ont confiance en lui qu'il dispose d'une véritable force de frappe. La nouvelle de l'arrivée du prince se répand. Les autorités religieuses locales soutiennent le prince français, vous l'avez compris, même si le pape, lui, n'est pas d'accord. Il faut signaler aussi la condamnation ferme de l'expédition française par le légat du pape. Vous voyez comme tout ça est quand même complexe. Ça n'arrête pas le prince, et encore moins ces milliers d'hommes qui veulent se partager la terre d'Angleterre. Tous semblent, dans un premier temps, se soumettre à leurs épées. Je cite encore Charles Petit du Tailly. Après avoir reçu la soumission des autres châteaux qu'il trouva sur sa route, Louis entra à Londres le 2 juin. Il alla prier à Saint-Paul au milieu d'un grand concours de peuple et le clergé fit une procession en son honneur. Cependant, même en ce premier jour d'allégresse, le triomphe des fleurs de lys ne fut point complet. Les gens qui tenaient la tour de Londres refusèrent de la rendre. Ils ne devaient s'y résigner que le 6 novembre suivant. Enfin, l'abbé de Westminster refusa de recevoir les Français. La logique voudrait que Louis se fasse au plus vite couronner au nom des droits supposés de Blanche de Castille, mais ça n'est possible que lorsque l'archevêque de Canterbury sera présent. Or, le primat de l'Église d'Angleterre est parti pour Rome. De toute façon, tout reste à faire. Le roi Jean possède encore beaucoup de soutien. Il a des conseillers qui sont adroits autour de lui. Tout se met en place pour ce qui va être une guerre, une véritable guerre, un combat âpre, disputé, marqué par les trahisons d'un camp et de l'autre. Pour l'instant,
c'est Louis, disons-le, qui a le plus de chance sur le terrain. C'est lui qui engrange les ralliements. Le petit prince capétien et ses alliés peuvent donc poursuivre sur leur lancée. Ils sont parce que je raconte ça comme ça, mais il faut imaginer l'extraordinaire vaillance qu'il faut à tous ces hommes pour se rendre maître d'un territoire qui n'est pas forcément acquis d'avance. Je cite Gérard Siveri. Le 7 juin, le prince Louis quitte Londres et remporte succès sur succès. Il se dirige d'abord vers le sud, prend le château de Rogate, puis le 24 juin, Winchester. Les barons alliés interviennent à leur tour. Fils Gauthier occupe l'Essex, le Suffolk, le Norfolk, tandis que Gilbert de Gand s'empare d'une grande partie du Lincolnshire. La région d'York est prise à son tour. Ah, c'est vraiment le royaume qui est en train d'échapper à Jean sans terre. Peu après la disparition d'Innocent III, qui soutenait le roi d'Angleterre, va encore aviver un petit peu les espoirs du prince Louis. Vous imaginez l'enthousiasme dans le camp français. Le pape qui soutenait le roi d'Angleterre vient de disparaître. Est-ce que le prince français n'a pas trop tendance à croire la victoire arrivée ? Peut-être. Il est jeune en même temps. Il a toujours une grosse épine dans le pied qui est Douvres. Je vous rappelle qu'il n'avait pas pris le temps de faire tomber Douvres lorsqu'il a débarqué. Et sur les conseils assez dédaigneux de Philippe Auguste, qui lui envoie plus ou moins discrètement quelques machines de siège, Louis se dit qu'il faut maintenant faire tomber cette place essentielle. Il s'attelle à la prise de Douvres en juillet. Seulement les murs de la place sont des très gros murs. Il faut avoir vu Douvres pour comprendre de quoi je parle. Et puis la garnison sur place est efficace, elle tient bon. Et au fil de cet été 1216, il y a d'autres sièges qui doivent être abandonnés. La campagne, disons-le, est en train de s'enliser, d'autant que des désaccords éclatent maintenant au sein de ceux qui s'étaient ralliés à Louis. On assiste à quelques retournements de veste ou d'armure, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, on a l'impression que le prince Louis ne maîtrise plus tout à fait la situation, et c'est à ce moment-là que survient un rebondissement. Le roi Jean, qui doit supporter une vie itinérante, le roi Jean tombe malade. C'est une infection digestive, semble-t-il. Très vite, il fait peine à voir, il est complètement livide. Il n'a jamais eu très bonne mine, me direz-vous. Il doit être porté en litière. Un abbé versé dans la médecine essaie de le sauver, seulement cette fois, c'est trop tard. Le roi d'Angleterre a tout juste le temps de se confesser avant de mourir. Alors, vous allez me dire, a priori pour les Français, ça c'est une excellente nouvelle. Mais non, c'est le contraire. Parce qu'un grand nombre des rebelles qui étaient d'abord et avant tout motivés par la haine qu'ils vouaient à l'ancien prince Jean, devenu le roi Jean d'Angleterre, tout cela se mettent à réfléchir sur leur engagement. L'argumentation de Louis sur les droits de sa femme blanche sur le trône d'Angleterre reposait sur le fait que Jean se serait rendu illégitime par les basses actions et les vilainies qu'il n'avait cessé d'accumuler pendant le cours d'un règne terrible. Mais d'un seul coup, s'il est mort, et si c'est son fils de 9 ans qui devient roi, alors d'un seul coup, ça enlève beaucoup d'arguments à la cause française. Le petit Henri sera le nouveau roi d'Angleterre. Le camp plantagenet, qui est dominé entre autres par l'expérimenté Guillaume le Maréchal, va s'empresser dès la fin d'octobre 1216 de faire oindre le petit Henri lors d'une cérémonie dans la cathédrale de Gloucester. Sur sa petite tête toute chétive, il a 9 ans, je vous l'ai dit, on se contente de poser une couronne de femme. Il est trop petit, bien sûr. L'affaire fut expédiée sans les insignes de la royauté, précise Dan Jones, puisque les vêtements sacrés et les sceptres se trouvaient à Westminster, contrôlés par les rebelles. Même sans le faste habituel, ce couronnement est un acte très fort et ça n'annonce rien de bon pour les Français. Vous écoutez Radio Classique. Henri III est roi d'Angleterre. Et oui, c'est un enfant, certes, mais il y a maintenant un roi aimé sur le trône d'Angleterre et ça ne fait pas du tout les affaires de notre prince Louis, qui pour autant ne démérite pas. Il faut voir sa résolution qui est grande. Partout où il passe, dans les châteaux, dans les bourgades, il se montre intelligent, pragmatique et mesuré. Celui qui bientôt entrera dans l'histoire avec le surnom de Lion. Louis VIII le Lion, ce sera son nom quand il régnera plus tard sur la France. Mais que voulez-vous, les barons d'Angleterre et les évêques d'Angleterre sont en train de repasser en foule au service des Plantagenets, tout ça pendant l'automne et l'hiver 16-17. Circonstance aggravante, contrairement à ce que contrairement à ce qu'on avait pensé, le nouveau pape Honorius III, va se montrer hostile au prince français. Alors Louis, qui sent que son rêve de conquête est vraiment en train de lui échapper, il décide de durcir le ton. Il veut stopper l'hémorragie qui risque de le priver de nombreux alliés, nous dit Gérard Siveri.
Il saisit les biens de ceux qui le quittent et les donne aux nobles Anglais encore restés fidèles. Il se résout enfin à récompenser ceux qui le suivent et à punir ceux qui le quittent. Ces décisions contribuent au retournement de l'opinion au détriment du prince Louis, que beaucoup désormais considèrent comme aussi rapace que ses chevaliers. Et oui, la haine a changé de camp, si je puis dire. Cette politique, en plus d'être mal supportée, n'apporte pas tous les bénéfices escomptés. Louis résiste. Il va montrer encore sa capacité à nuire, mais il ne peut plus conquérir, si je puis dire. Il va tenter en avril d'aller quérir du secours en France, mais sans vrai résultat. Et à son retour, il essuie un échec face à Douvres. Une de ses armées est balayée à Lincoln, donc dans l'est de l'Angleterre, par le vieux Guillaume le Maréchal, qui est là, toujours efficace et fidèle au poste. La cause de Louis est en train de s'écrouler, il faut bien le dire. Il doit se résoudre à engager des pourparlers de paix, et même ça, c'est un échec. Le prince capétien a peut-être un dernier atout dans sa manche. C'est Blanche de Castille, c'est sa femme à la personnalité bien trempée. Et oui, Blanche a l'intention de se battre pour lui. Franck Ferrand sur Radio Classique. Elle remue ciel et terre, la princesse Blanche, à la cour de France pour qu'on secoure son mari. Elle serait allée loin jusqu'à faire pression sur son obstiné beau-père Philippe Auguste. S'il refuse d'aider son fils, elle convaincra elle-même des financiers de lui prêter de l'argent, dit-elle, en leur proposant une caution d'une valeur inestimable, ses propres enfants. Vous imaginez l'effarement du roi de France devant cette bru complètement obstinée. Il va céder d'ailleurs et débloquer quelques moyens, et Blanche ne reste pas là. Elle noue des contacts, elle cherche d'autres créanciers possibles, et sa détermination est incroyable, mais elle ne va pas suffire, il est trop tard. Elle montrera beaucoup plus tard, Blanche, dans d'autres circonstances, jusqu'où son grand tempérament est capable de la conduire. En août 1217, Louis subit de nouveaux revers et un combat sur la Manche près de la côte anglaise va tourner mal. Dan Jones donne une idée de la violence de ce combat. Les Anglais firent pleuvoir une averse de traits, c'est-à-dire de flèches, sur les Français et les aveuglèrent en jetant de la chaux vive sous le vent pour leur brûler les yeux. Cette fois, c'est vraiment fini. Louis négocie une paix à peu près acceptable, nous dit Pierre-Louis Lancel qui a préparé cette émission. Puis il rentre sagement dans le royaume dont il est réellement l'héritier. Alors toute cette épopée anglaise aurait-elle été inutile ? Peut-être pas. Le futur Louis VIII, malgré son lourd échec, s'est révélé plus consistant qu'il n'y paraissait. Et puis après tout, il a réussi un débarquement. Il a réussi à prendre Londres. C'est un exploit qu'après lui, ni Louis XIV, ni Louis XV, ni Napoléon, qui pourtant en rêveront et feront beaucoup, aucun de ces trois-là n'y parviendra. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont même pas allés à la cheville du prince Louis. Vous écoutez Radio Classique.